Deuxième partie donc de SQN Media 3x15 avec Mohamed Saleh Al-Nadif qui nous reçoit donc chez lui à N'Djamena. Comme je l'ai dit, nous allons nous plonger dans les grands diplomates. Cet essai donc qui est paru fin 2024, un essai donc de Hubert Védrine qui célèbre les grands diplomates dans l'histoire. Parmi eux, deux Africains, Kofi Annan et Boutros Boutros-Ghali, un Ghanéen et un Égyptien. Tout d'abord, Mohamed Saleh Al-Nadif, est-ce que vous avez rencontré l'un de ces deux grands personnages? Oui, je les ai tous rencontrés. C'est vrai que beaucoup plus, en tout cas avec tous les deux, je les ai rencontrés, je les ai côtoyés, je me suis réuni avec eux. Oui. Et donc je peux parler d'eux avec beaucoup de plaisir d'ailleurs. Quel souvenir gardez-vous de Boutros Boutros-Ghali par exemple? Les deux, Boutros Boutros-Ghali et Kofi Annan, par leur action, par leur présence, aujourd'hui sont comptés parmi les sommités de ce monde. Ils ont deux parcours un tout petit peu parallèles, mais ils se confondent à un moment donné parce que Kofi Annan a travaillé sous Boutros-Ghali. Kofi Annan est un produit des Nations Unies. Il a intégré les Nations Unies à l'âge de 24 ans. Il est né en 1938. À 24 ans, il est entré à l'Organisation mondiale de la santé, qui est un organe des Nations Unies. C'est un économiste, un expert dans les affaires économiques, budgétaires. Et donc, il a exercé cette fonction jusqu'à l'arrivée de Boutros-Ghali, qui a eu à occuper le poste de secrétaire général en janvier 1992, où il l'a nommé chef des opérations de maintien de la paix sous son mandat. Et c'est par la suite parce que Boutros est le premier Africain à être élu secrétaire général des Nations Unies. N'est-ce pas même le premier non-européen? Il y avait quand même Xavier Pérez qui est Pérez de Cuéllar, le péruvien, en effet. C'est après en fait la destruction du mur de Berlin, donc 45 ans après la Seconde Guerre mondiale. Les grands de ce monde ont pensé qu'on peut mettre un Africain. C'est comme ça que Boutros-Ghali a été choisi. Il coche, comme on dit, toutes les cartes. Et Boutros-Ghali est d'abord un diplomate dans l'âme. Alors que Kofi Annan est entré à 24 ans aux Nations Unies, Boutros, à 24 ans, il est dans la diplomatie égyptienne. Il a rayonné au niveau de la diplomatie égyptienne. C'est un grand négociateur. C'est lui qui a signé les accords de Camp David en 1978. Et en tant que secrétaire général, Boutros-Ghali, qui est le seul jusqu'à là à avoir fait un seul mandat au niveau des Nations Unies. Il a de l'audace. C'est quelqu'un de très perspicace. Il est arrivé en janvier 1992. En juin 1992, il a pris une initiative pour dire que souvent les Nations Unies partent pour faire le maintien de la paix dans des pays qui ont connu des conflits. Il s'est investi dans la diplomatie préventive. Et c'est en cela qu'il a instauré ce qu'on appelle l'agenda de la paix, qui décrit comment on devrait prévenir les conflits, donc c'est la diplomatie préventive. Son premier acte. Deuxième acte, encore plus audacieux. Une année plus tard, en 1993, Boutros a eu une initiative qui a vu une levée de bouclier de tous les grands de ce monde. Vous savez, la déclaration des droits de l'homme de 1948 concernait uniquement les droits civils et les droits politiques. Boutros-Ghali a eu l'audace de convoquer en 1993 ce qu'on appelle la déclaration de Vienne de 1993 pour dire ok, les droits politiques, d'accord, sont devenus aujourd'hui universels, mais il y a d'autres droits, les droits économiques, les droits culturels, les droits sociaux, il faudrait les inclure.
Et il a osé tenir cette réunion sans l'aval des membres du Conseil de sécurité. C'est un peu à l'origine des ODD qu'on connaît aujourd'hui. Exact. Et arrivé au niveau de l'Assemblée générale des Nations unies, sa résolution a passé. Le Conseil de sécurité l'a adopté. Il n'y a que les États-Unis, je crois, qui n'ont pas voté contre, mais ils se sont juste abstenus. Deuxième initiative importante. Troisième initiative, c'est grâce à Boutros Ghali qu'a été créé le Haut Commissariat des droits de l'homme. C'est lui aussi qui a pris cette initiative, évidemment, qui a été saluée un peu par tout le monde par la suite. Boutros, quand je le compare à Kofi Annan, c'est la discrétion et la finesse dans l'efficacité. Boutros Ghali, c'est la flamboyance, c'est l'engagement. Et on l'appelle le diplomate accompli. Il avait un certain franc-parler, Boutros Ghali. Il a beaucoup de franc-parler, on l'appelle le diplomate accompli, mais qui défend les causes du tiers-monde. Mais même Kofi Annan, qu'on qualifie de diplomate fin, de compromis, il a eu à prendre des positions telles que quand il s'est opposé à la guerre d'Irak, malgré la volonté des Américains, il a été contre la guerre en Irak. Oui. Kofi Annan, quand les gens ont commencé les pourparlers d'accuser l'Irak d'avoir des engins, des crimes contre le monde, il a engagé des pourparlers avec Saddam, et ces pourparlers ont été couronnés de succès. Donc, de toutes les façons, une diplomatie ne peut pas être passive. Un diplomate doit être aussi un homme d'action. Et les deux, tout en reconnaissant que l'autre est vraiment flamboyant, très engagé, parce que c'est un produit de la diplomatie égyptienne, diplomatie très engagée, mais l'autre, également dans sa finesse, expert des Nations Unies, mais qui sait quand même, parfois, dans beaucoup de cas d'ailleurs, à la British, imposer un point de vue sans pour autant élever la voix. D'accord, nous avons donc un homme avec beaucoup de franc-parler d'un côté, et un autre, une finesse qui dénote par rapport donc, à Boutros Ghali. C'est bien cela en fait l'image que ces deux hommes dégagent. Oui, et c'est pour cela que je vous dis qu'ils sont complémentaires, en ce sens que vous savez, dans la fougue de Boutros Ghali, dans son engagement, à la fin de son mandat, en 1996, il y a eu l'invasion du sud du Liban par Israël. Et il y a eu des bombardements. Et l'élément qui est resté de ces bombardements, c'est ce qui est communément appelé le massacre de Cana, un village au sud du Liban. Il y a eu des massacres et il a eu l'audace de mettre en place une commission indépendante d'enquête internationale pour déterminer les causes, les conséquences de ce massacre. Il a mis un Suédois à la tête de cette commission. Évidemment, les Américains se sont opposés. Et c'est en cela que, parce que fin 1996, c'est déjà la fin de son mandat. 1997, on devrait lui donner un deuxième mandat. Et c'est pour cela que les Américains ont posé leur veto à cause de sa prise de position. Je me rappelle Madeleine Albright, qui était ministre des Affaires étrangères. Et c'est à cause de cette prise de position, les Américains ont opposé leur droit de veto parce qu'il y a des consultations préalables. Et comme il n'a fait qu'un seul mandat, il a dit, mais l'Afrique n'a fait qu'un seul mandat, c'est le premier Africain à occuper le poste, donc il faut chercher un autre Africain. C'est comme ça que le choix a été porté sur... D'accord, nous reviendrons tout cela par rapport, donc, comment, ma question sera, donc, comment est-ce que ces deux Africains ont pu s'imposer donc, au milieu de ces grandes puissances. On va revenir à cela donc, dans la troisième partie. Okay. Peut-on relier, Mama Saleh Nadif, les expériences de Kofi Annan et de Boutros Ghali aux réalités actuelles? Vous n'aimez pas la fiction, vous l'avez dit donc, dans la première partie, mais est-ce qu'on peut imaginer des hommes comme Boutros Ghali ou Kofi Annan dans le contexte actuel très tendu? Qu'est-ce que ces gens-là auraient pu faire dans un contexte aussi tendu que celui d'aujourd'hui? Nous, le monde a changé.
le multinational ou le multilatéral commence à connaître beaucoup de difficultés. Or, les Nations Unies sont le multilatéralisme par excellence. Là, il subit des coups de partout. Je suis sûr qu'ils se tourneraient dans leur tombe aujourd'hui en voyant ce qui se passe au niveau du monde, où il y a moins de respect du droit international humanitaire, où il y a moins de respect du droit international de façon générale, et quand vous voyez, il y a moins de respect pour les Nations Unies en elles-mêmes. Je vous assure que quand Boutros Ghali avait convoqué cette réunion de Vienne, les Nations Unies étaient tellement respectées que c'était un tabou de dire que je suis contre. Mais qu'est-ce qui a changé depuis ? Le monde a changé. Le monde a changé. Mais n'est-ce pas l'impuissance de l'ONU à éviter les guerres, à arrêter les guerres qui fait cela ? Les Nations Unies est une organisation intergouvernementale. Et au niveau des décisions des Nations Unies, ce n'est pas le secrétaire général qui décide, c'est les 15 membres du Conseil de sécurité qui décident, et il y a 5 parmi eux qui ont le droit de veto. C'est ça, la faiblesse des Nations Unies vient du fait que la communauté internationale commence à revenir à la guerre froide. Vous savez, dans le temps, quand je partais en tant que représentant des Nations Unies, présenter mes résolutions, mes rapports au niveau du Conseil de sécurité, que ce soit quand j'étais en Somalie, au Mali ou à Dakar, c'était à l'unanimité qu'on me vote mes résolutions au niveau du Conseil de sécurité. Aujourd'hui, on revient à la guerre froide. Et donc, toute décision soutenue par l'un est automatiquement combattue par l'autre. Et donc, c'est cette guerre au niveau du Conseil de sécurité qui affaiblit le Conseil de sécurité, ou les Nations Unies de façon générale. Parlant de Conseil de sécurité et donc de ces deux Africains, il y a un mouvement en fait qui plaide depuis quelques années déjà pour une place pour un pays, au moins un pays africain, au Conseil de sécurité. Quel est votre regard donc sur ce mouvement-là, entre guillemets, et s'il devait y avoir un pays africain ou deux pays africains au sein de ce Conseil de sécurité, selon vous, lesquels devraient occuper ce siège? En fait, c'est depuis les années 90, parce que les Africains se sont réunis, il y a eu plusieurs réunions du sommet de l'Union africaine, où on a fait l'état de nos relations avec les Nations Unies. Et il y a eu une résolution au niveau de l'Union africaine qui disait quelque chose de très simple. Les Nations Unies, quand elles ont été créées en 1945, il n'y avait qu'au total 60 pays qui ont signé la charte des Nations Unies. Parmi ces 60 quelques pays, il y avait peut-être 1 ou 2 pays africains. L'Éthiopie, certainement? Probablement. Ouais. Et donc, très peu de pays africains étaient indépendants. Aujourd'hui, les Nations Unies, c'est 193 pays, alors qu'initialement, c'est une soixantaine. Les Africains disent tout simplement que 60 à 70% des problèmes qui sont discutés au niveau du Conseil de sécurité sont des questions qui relèvent du continent africain. Il est inconcevable qu'on puisse traiter les questions africaines sans la présence des Africains. Et donc c'est pour cela que légitimement, les Africains ont dit que nous voulons au moins 2 sièges permanents au sein du Conseil de sécurité, c'est-à-dire 2 sièges avec droit de vote. Mais les Africains ne sont pas les seuls. Il y a les vaincus de la Deuxième Guerre mondiale. L'Allemagne, qui est aujourd'hui la première puissance européenne, n'a pas un siège permanent au niveau du Conseil de sécurité. Le Japon, qui est une puissance économique, elle a été défaite pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc elle n'a pas de siège. Oui. Il y a de l'autre côté le Brésil. L'ONU reflète 1945 en fait. Exact. Il y a également l'Inde, qui sont des superpuissances. Et dans ce combat africain, il est partagé par beaucoup de pays de l'Europe, de l'Amérique latine, de l'Asie. Et comme je l'ai dit, par exemple, au niveau de l'Asie, les gens estiment qu'un pays comme l'Inde, un pays comme le Japon peuvent avoir droit au Conseil de sécurité comme membre permanent, le Brésil, de ce côté il y a l'Allemagne. Et puis au niveau africain, nous ne sommes pas arrivés... Question un peu piège, Mamad Saleh Nadif. Ouais.
Beaucoup de gens parlent du Nigeria, de l'Égypte, de l'Afrique du Sud. Quels seraient ces pays susceptibles d'occuper ce ou ces fauteuils? Non, ça, il revient aux Africains. Il m'est difficile de me prononcer sur la question. Moi, j'ai ma façon de voir. Moi, je voudrais un pays panafricain qui défend les causes africaines. C'est vrai, il faut un poids économique. On a quelques... Donc plutôt le Nigeria, plutôt l'Afrique du Sud, plutôt l'Égypte? J'avoue que je n'ai pas du tout de préférence. Moi, j'ai décrit un profil et c'est lui qui entre dans ce profil. On a eu à en discuter. Le Nigeria estimait que c'est lui. Il a la plus grande population, la plus grande économie. L'Afrique du Sud estimait que oui, il le mérite. L'Égypte estime que non, il est un grand pays africain qui a cette particularité d'avoir un pied en Asie, un pied en Afrique. Il a plus de chances. Dans tous les cas, nous jusqu'à là, nous discutons le principe. Il faudra que la communauté internationale accepte que le poids de l'Afrique exige qu'elle soit représentée. Maintenant, pour ce qui est du choix, j'avoue que je n'ai pas de préférence. Moi, tout Africain pour moi est bon. Il suffit tout simplement de voir l'Africain qui est le plus engagé, qui, une fois arrivé là-bas, pense aux intérêts du continent de façon générale. D'accord. Voilà, c'est la fin donc, de cette deuxième partie de SQN Média 3x15. Dans la troisième partie, nous allons parler de l'héritage de Kofi Annan et de Boutros Boutros-Ghali et en quoi est-ce que cela peut servir l'Afrique contemporaine.